Bonjour. Alors le monsieur que vous entendez parler depuis tout à l'heure, c'est Gilles Vaquin, mais je vais vous le présenter tout à l'heure, qui est un de nos intervenants et qui a beaucoup de choses à dire. Si, plein. Vous allez voir, c'est très 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 intéressant. Bonjour, bienvenue à cette seconde conférence de la journée. Comment mobiliser les ressources locales pour renforcer vos compétences et développer les activités de vos entreprises, des entreprises. Nous allons partir de deux exemples très concrets, deux entreprises, comment elles ont agi, avec qui elles ont agi. Et nous allons donner également la parole aux nombreux partenaires qui ont accompagné ces entreprises. Ces personnes sont dans la salle et nous allons vous les présenter au fil de la conférence. Vous n'hésiterez pas bien sûr à poser vos questions à nos invités quand vous voudrez. Faites un signe de la main et puis bien sûr on se débrouille pour vous donner la parole. Vous l'avez remarqué, il y a des caméras, cette conférence est enregistrée. Elle est diffusée également en direct et vous pouvez nous joindre, nous envoyer des tweets au hashtag RRI13, vous nous envoyez vos messages et puis bien, nous les transmettrons et nous poserons vos questions au public et à nos invités. Côté programme de la journée, à 12h30, eh bien, vous le savez, nous aurons les discours officiels concernant ces rencontres régionales de l'innovation. 14h, rendez-vous ici pour une autre conférence pour parler imprimante 3D. Vous le savez, hein, nous sommes très loin du gadget avec l'imprimante 3D. Nous sommes au moins dans le prototypage. Et ces rencontres régionales de l'innovation sont mises en place avec Cénari, l'agence de l'innovation de Haute-Normandie, fort bien représentée. L'État, bien sûr l'Europe, la région, la Haute-Normandie et le département de l'Eure. Et bien sûr la CCI qui nous reçoit dans ces très beaux locaux. Pour nous parler de notre thématique aujourd'hui, on vous a déjà dévoilé un de nos personnages clés. Enfin, on n'a que des clés, de toute façon, ici. Gilles Vaquin, bonjour. Gilles Vaquin, prenez le micro. En deux mots, très rapidement, votre aventure à vous, quelle est-elle ? Allô ? Celui-là fonctionne. Parfait. Bonjour à tous. Alors Gilles Vaquin, vous c'est Proxipi ? C'est Proxipi. Proxipi, c'est une aventure qui a démarré il y a combien de temps ? Alors, c'est une entreprise, hein, Proxipi. L'idée, c'est 2008. Et puis c'est un long chemin jusqu'en 2011 pour déposer un brevet et commercialiser un système de prévention des collisions entre les engins et les piétons. On va le voir tout à l'heure un peu plus précisément. Avec nous également Jean Chavalard. Jean Chavalard, bonjour. Bonjour. Vous nous arrivez d'Imar, vous travaillez pour Thales, vous êtes responsable gestion de site. Gestion de site et hygiène, sécurité, environnement. Et on produit des radars de surface pour l'aviation civile et des fonctions très techniques, hyperfréquences pour les radars militaires du monde entier, bien sûr. Donc tous les deux, à votre manière, vous avez fait appel à différentes compétences pour pouvoir développer votre entreprise et vous allez nous raconter cette expérience. À votre droite, Laurent Perrin. Laurent Perrin, vous êtes Cénari. Qu'est-ce que vous faites à Cénari ? Bonjour messieurs, dames. Cénari, nous, vous allez voir un certain nombre d'intervenants qui vont vous présenter un petit peu l'accompagnement qu'ils ont fait avec ces entreprises. Et dans ce cadre-là, nous représentons un réseau de toutes ces personnes, plus d'autres, qui travaillent en réseau pour optimiser cet accompagnement. Et donc, à travers les interventions diverses et variées, vous verrez la richesse de ce réseau et toutes les compétences qu'il est possible de mobiliser. Oui, et au cœur de tout cela, l'innovation, bien sûr. C'est l'innovation et la création d'entreprises innovantes et les projets de développement innovants au sein d'entreprises existantes, à travers ces deux exemples. À travers nos deux exemples. Un exemple qui fait du bruit, on va démarrer tout de suite, avec Gilles Vaquin. Alors, vous nous avez amené votre... Le badge. Le badge. Alors, expliquez-nous bien précisément qu'est-ce que c'est que ce joli badge. Alors, il faut pas. Alors, ce badge, c'est un marqueur magnétique qui va être porté par les piétons et qui va être détecté par des engins de manutention ou d'autres engins d'ailleurs. Il y a les engins de manutention, mais il y a aussi les engins de BTP, des engins miniers, les engins portuaires. Et ce badge-là, il a la particularité de pouvoir être détecté quand il est porté par un piéton, ou même quand il est tout seul d'ailleurs. On peut le détecter, y compris s'il est derrière un mur de métal, un mur de béton, dans un sous-sol, dans un char blindé, dans un container de 40 pieds pour les activités portuaires. Et c'est une technologie de magnétisme codé qui a été développée en Haute-Normandie avec une société de développement qui s'appelle Overspeed.
Ça sert à quoi? C'est de la sécurité? C'est purement de la sécurité. Les accidents de coactivité, engins piétons dans le monde de la manutention simplement, c'est 25 morts par an, c'est 1 300 000 journées d'arrêt de travail. C'est les chiffres clés. Et donc, quand je me suis attelé au problème, dirons-nous, en 2008, moi j'avais identifié qu'il y avait effectivement un vrai besoin, de par mon expérience professionnelle tout simplement. Pendant 20 ans, j'ai vendu des chariots élévateurs. Je suis expert en matériel de manutention, expert judiciaire près de la cour d'appel de Rouen. Et donc j'ai développé ce produit par rapport à de l'accidentologie qui était connue. Et donc on a mis au point ce produit. Alors pour mettre au point ce produit, ça a été un petit peu long, puisqu'il a fallu trouver les idées. Ça, on les a trouvées rapidement. Faire un cahier des charges qui tenait la route. Donc on est parti du besoin existant dans les entreprises. J'ai rencontré des grands instituts comme l'INRS, l'Institut national de la recherche et de la sécurité. On a construit un cahier des charges avec eux. On a avancé conjointement. Et puis le plus dur, ça a été de trouver, effectivement la société de recherche et de développement. Alors j'ai rencontré des gens qui s'appellent Overspeed grâce à un monsieur qui nous a rejoint dans la salle il y a quelques instants, qui a été le catalyseur de Proxipy, que je remercierai jamais assez. Merci Sébastien Blondel. Et effectivement, par le réseau tout simplement, consulaire, régional. Qu'est-ce qu'il a fait, Sébastien? Lui, il a été désagréable, il nous a mis dans une salle de cours ensemble, il nous a dit maintenant faites votre soupe. Mais il nous a reçus au sein de l'ESIGELEC à Rouen, et puis il a fait de la mise en relation, et ça a été le catalyseur initial de Proxipy. L'inventeur qui rencontre les concepteurs du futur et de la technologie. Oui, il ne suffit pas d'avoir l'idée, il faut encore la concrétiser. Hein. Ah non, moi tout seul, je faisais rien du tout. Hein. C'est sûr que ce que mes collègues et aujourd'hui associés ont créé, puisqu'on s'est associés maintenant dans ce projet depuis longtemps, moi j'étais incapable de le faire tout seul. Ça fait du bruit, votre truc? Oui, vous voulez qu'on fasse du bruit? Ouais, alors, écoutez, en général, on m'appelle la marmotte parce que effectivement, on a travaillé par exemple avec d'autres écoles que les CIGELEC qui nous a beaucoup assisté. Les CIGELEC qu'on entendra dans les quelques instants. CIGELEC, IRSEM, on a beaucoup travaillé avec toutes les écoles du pôle du Madrier, mais avec d'autres pour les compétences ergonomiques. On est allé chercher l'UTC de Compiègne. Attention, ça va faire du bruit, mais vous allez voir, c'est pas méchant, ça mord pas. Voilà, alors je donne un bonbon à qui a reconnu le bruit. Voilà. C'est une marmotte, vous avez gagné un bonbon. C'est une marmotte. Bon, c'est une bonne alerte Voilà. en tout Pourquoi cas. une marmotte? Tout simplement parce que c'est un son qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et on l'a développé avec l'école centrale de Nantes, avec Jean-François Petiot qui est un spécialiste du son, qui nous a fait un son de marmotte avec une vibration particulière pour traverser les bouchons-oreilles qu'on se met dans les oreilles dans les usines aujourd'hui. Parce que c'est bien, mais si on n'entend pas le son, ou si vous avez les bouchons oreilles. Alors on a aussi une vibration sonore. Je ne vais pas vous faire le produit parce que sinon il y a pour la journée. Aujourd'hui, comment se porte l'entreprise? Où est-ce qu'on en est? Bien aujourd'hui, parce qu'après des périodes difficiles, des lancements difficiles, on a été accompagnés. Il y a des gens qui nous ont aidés. Oseo, BPI nous ont aidés à nous accompagner. Mais à un moment, le cœur de la chose dans l'innovation, c'est de trouver des clients. Donc nous, on a une stratégie directe. On est allé voir, j'avais 2 solutions pour vendre mon produit, pour le créer, plutôt pour le vendre. Soit j'allais voir les constructeurs de matériel en disant j'ai le meilleur produit du monde, mettez-le dans votre catalogue, et je pense que j'en aurais jamais vendu. Soit je prenais mon bâton de pèlerin et j'allais voir les clients grands comptes. Donc pendant un an, j'ai fait 100 000 km, 140 000 hôtels. Je suis allé voir tous les clients que je connaissais dans les grands comptes et je leur ai dit voilà, ça n'existait pas, maintenant ça existe, la solution elle est là, qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est des décisions qui sont très longues. On a construit le marché parce qu'on est les premiers au monde à avoir pensé à ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on en parlera peut-être plus tard, on est déjà à l'international. Mais en clair, on nous a dit bah oui, c'est très bien, mais on a vu des choses qui ne marchaient pas. Alors on s'est battu contre l'ancien qui ne marchait pas, etc. Et puis on a créé ça et on a avancé. Aujourd'hui, on va plutôt bien parce qu'une fois qu'on a vendu les premiers systèmes, qu'on en a bavé des ronds de jambes, et le chemin de l'innovation, c'est très très dur et très difficile, un jour, on a obtenu en décembre 2012 le label EIP, puisqu'on fait partie du pôle Novalog, logistique, label des entreprises innovantes des pôles de compétitivité. Voilà. Et donc Novalog, ils sont aussi ici présents dans la salle. Frédéric Caxor, qui a travaillé des nuits avec moi par Skype pour faire ce dossier, parce qu'on a évidemment, quand on est chef d'entreprise innovant, on n'a pas vraiment le temps de faire les dossiers. Et pourtant, il faut faire les dossiers. Première application avec Air Liquide. Voilà, donc on a mis les premières applications avec Air Liquide.
Rouen Grand Quevilly. Sur Rouen Grand Quevilly. Juste pour finir pour le label UP, quand on a eu le label UP, levée de fonds avec des investisseurs. Et aujourd'hui, la petite société que j'avais créée, qui avait un capital de 20 000 euros, a cédé une partie de l'activité Proxipi à une nouvelle société qui est dotée d'un capital d'1 620 000 euros. Voilà, tout ça en 2 ans. Donc c'est vrai qu'on n'a pas perdu de temps. Ouais, c'est quand même pas mal. Vous avez cité pas mal de monde autour de vous. Oui, bah c'est du réseau. Merci à tous. Il y a quelques-uns qui sont là. Non, mais c'est vrai que voilà, il faut des gens qui se rencontrent. Aujourd'hui, tout seul, on ne peut pas y arriver. Enfin, sur des projets comme cela, tout seul, on ne peut pas y arriver. Moi, je le dis et je ne cesse de le répéter. Pourquoi Proxipi, c'est une réussite? Parce que on a une super équipe technique. On a aujourd'hui mis en place une structure de direction financière. Le premier recrutement qu'on vient de faire, c'est un manager export parce qu'on veut vraiment aller très vite à l'international. On vient d'ouvrir le Canada. J'étais la semaine dernière à Hambourg. On vend en Allemagne. C'est une certaine fierté pour nous parce que vendre en Allemagne avec une entreprise qui a moins de 2 ans, bon, cocorico, hein, on est capable de le faire. On est français, on est capable de le faire. Et les Allemands ont une réputation que je suis en train de découvrir qui n'est pas si belle que ça en fin de compte. Ça y est, vous commencez déjà à tailler des croupières. Non, je dis non, mais alors nous, on est les Français, on a le complexe d'aller à l'international. Foncez. Oui, il y a des très belles ouvertures. Et oui, non, mais foncez. Franchement, c'est le business aujourd'hui, il va beaucoup plus vite en dehors de nos frontières que sur nos frontières à nous. Alors, parmi les personnes que vous avez citées, il y a Leslie Gélec, l'IRSEM, qui est avec nous aujourd'hui. Comment ça s'est passé pour vous, Leslie Gélec, IRSEM? Alors, qui va oser y aller, Thomas Eudes? Alors Thomas Eudes, on va vous donner un micro pour qu'on vous entende très bien, ça sera beaucoup mieux. Donc si vous voulez bien nous expliquer comment est-ce que vous avez travaillé avec Proxipi, cette entreprise hautement dynamique. Allez-y. L'historique, il est de Sébastien Mondel qui était chez nous à l'époque. C'est une naissance du réseau que l'on a. La bonne illustration, c'est un groupement d'entreprises qui s'appelle la GEM, dans lequel naviguent plusieurs entreprises de la région, dont Overspeed. Donc on avait une proximité, une bonne proximité avec cette société, c'est savoir ce qui se faisait à l'intérieur. Et donc la relation a été faite par Sébastien à l'époque. Et donc Monsieur Vaquin a été mis en relation avec la société Overspeed. C'est là qu'il y a eu le point d'accroche. Après, ce qui est formidable dans cette histoire-là, c'est la collaboration. Et c'est même le concept qu'on appelle innovation collaborative, que l'on développe aussi, que l'on formalise à l'IRSEM sur un projet européen qui court depuis 2010, qui s'appelle Open Innovation, qui est cofinancé par Interreg 4B et la région Haute-Normandie. Très important, le concept de Open Innovation. Voilà, tout à fait. C'est la parfaite illustration. L'Open Innovation, ou l'innovation partagée ou collaborative, c'est regarder au-delà de ses propres ressources internes. Donc c'est complètement ça. Il y a un facteur important, c'est la mise dans le réseau et après comment chaque partenaire va intervenir. Donc voilà, on a ce projet-là à l'IRSEM Open Innovation qui formalise, qui s'attelle à véhiculer tous les principes, méthodes, concepts autour de cela. Donc ça, c'est un peu la théorie et la pratique. On a le bel exemple là avec Proxipi. Vous travaillez sur quel projet actuellement? Est-ce que vous les avez tous en main, ces projets? Non, nous on intervient que sur une petite partie, c'est-à-dire qu'on fait de l'accompagnement pour des porteurs de projets sur un axe plutôt technologique. Après, on va utiliser des institutions telles que Scénari pour mettre en forme, et puis après toute la puissance économique régionale. Donc là, nous, notre périmètre, il est vraiment axé sur un différenciant technologique avec nos moyens qu'on a à disposition, qu'on met à disposition des entreprises. Et après, on a un cadre qui nous permet de faire bénéficier ces personnes. Alors, ne doutons pas de nos talentueux jeunes qui travaillent avec vous. Il y a de la discrétion tout de même. Un projet comme celui de Proxipi, quand il est sorti, fallait pas que ça fasse du bruit. Tout à fait. On est habilité. Encore. Après, oui, mais pas, avec pas avant. Avec la labellisation CRT, on est tout à fait habilité à signer des clauses de confidentialité. Donc, qui nous lie avec un client ou un partenaire, quelqu'un qui propose un projet, on est lié à la confidentialité, tout à fait. C'était une belle aventure. Ça vous a aidé à les Sigélec, ils ont un truc génial, c'est qu'ils ont une chambre anéchoïque. Donc c'est une chambre complètement étanche. Quand vous êtes dedans, vous pouvez dire ce que vous voulez, personne n'entend dehors. On appelle ça une chambre sourde d'ailleurs. Chambre sourde, voilà. Donc on peut se mettre à l'intérieur et faire tout ce qu'on veut, dire tout ce qu'on veut. Même la NSA ne peut pas nous entendre. Alors, par contre, est-ce que votre truc il passe au travers là?
Ouais, mais ça, c'est autre chose, mais on passera pas de voix, là. Vous pouvez envoyer des messages en morse, On pourrait presque. hein, presque. Cet appareil-là, pour l'entreprise, il va y avoir un coût, j'imagine. Ça vaut la peine. C'est un investissement. Alors, c'est mieux qu'un investissement aujourd'hui. C'est de la rentabilité, de la sécurité. Parce que dès qu'on a un accident dans une entreprise, effectivement, immédiatement, c'est un taux d'accident du travail qui va augmenter au niveau de la masse salariale. Vous prenez, je vais prendre un groupe, hein, tout simplement X, coté au CAC 40, quand il prend 0,01% sur 10 000 employés d'augmentation du taux d'accident du travail, c'est catastrophique. Donc, tous les directeurs financiers disent aux responsables HSE, faites-moi de la prévention, ça coûte ce que ça coûte moins cher que, effectivement, ça coûte moins cher que les accidents du travail. Voilà. Et puis on va plus loin, puisqu'aujourd'hui, on est rentré dans un nouveau concept avec notre système. C'est qu'aujourd'hui, alors la seule réponse dans les entreprises qu'on a trouvée partout en France et dans le monde, et je sais de quoi je parle, c'est de réduire la vitesse. C'est-à-dire qu'on a réduit la vitesse. Alors effectivement, et on a des engins qui sont faits pour rouler à 15-16 km/h dans les entreprises et qui roulent. Je prendrai un exemple, hein, c'est très connu, c'est Schneider. Schneider, les engins roulent à 6 km/h. Voilà. Eh bien, tout simplement, c'est une perte de productivité monumentale. On va faire de la réduction de vitesse dans toutes les entreprises partout. Avec un système comme le nôtre, on va être capable, avec des balises fixes, etc. Enfin, c'est pour ceux qui sont intéressés, je ferai une démo après. On va être capable d'interagir avec les bâtiments et de faire des zones de sécurité où là, les engins vont rouler à 6 km/h. Mais par contre, quand il n'y aura pas de danger, dans les grands couloirs, etc., on va être capable de rouler à 12-15 km/h. Donc, un gain de productivité absolument phénoménal. Tout bénef. Thierry Bapin, si vous voulez bien intervenir également. Vous intervenez pour Novalog et Moveo. Alors, vous aussi, vous avez travaillé sur le projet Proxipi. Chez vous, on partait d'une usine à produits. Aujourd'hui, c'est une usine à projet. Vous pouvez nous expliquer le concept ? C'est dans l'autre sens. Usine à projet, usine à produit. On va vers l'usine à produit. Oui, effectivement, donc j'interviens à la fois pour le pôle de compétitivité Novalog et pour le pôle de compétitivité Moveo. Gilles l'a évoqué effectivement dans le parcours des entreprises pour accéder au marché, pour développer l'innovation. Il y a souvent une case qui est la case levée de fonds, surtout pour les jeunes entreprises. Puisqu'on s'aperçoit effectivement que plus on se rapproche du marché, plus c'est compliqué d'aller voir les grands comptes. Souvent, il y a la question de la taille de la structure, le chiffre d'affaires. Et ça, c'est des éléments qu'une levée de fonds permet également de pouvoir justement faciliter après les relations. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a accompagné donc, Proxipi pour le label Entreprise innovante des pôles. La vocation de ce label, c'est vraiment en amont de pouvoir préparer les entreprises qui sont en phase de levée de fonds, de pouvoir les coacher, de pouvoir également, nous, au niveau des pôles, de valider la pertinence technologique, scientifique par les acteurs du domaine, afin de crédibiliser le dossier d'un point de vue techno et scientifique face aux investisseurs. Et autour de la table, donc, on a plusieurs investisseurs qui participent. On est vraiment dans, je dirais, le rôle également de pouvoir conseiller ces entreprises. Et l'idée, c'est un peu de pouvoir challenger un petit peu le modèle économique, le business plan des PME qui présentent et de bien voir comment est perçu leur projet par ces investisseurs. Donc c'est dans ce cadre-là que Proxipi a très bien passé ce cap, puisqu'il a été labellisé, que derrière la levée de fonds a pu se faire assez rapidement. Donc ça, c'est effectivement un des leviers importants pour passer de l'usine à produit à l'usine, enfin de l'usine à projet à l'usine à produit. C'est l'inverse. Voilà. C'est pas encore rentré le nouveau concept. Mais ça vient, progressivement ça vient. Et puis l'autre aspect effectivement que l'on voit aussi apparaître au niveau des pôles, juste pour vous redonner quelques chiffres, les deux pôles de compétitivité, Moveo et Novalog, dont le siège est présent en région, depuis leur création, c'est 260 projets de R&D collaboratifs qui ont été labellisés, qui ont été financés. Ça représente en termes de budget de recherche, on est un petit peu en dessous de 2 milliards pour l'ensemble de ces 260 projets. Et c'est à peu près un demi-million d'euros de subventions publiques qui ont été attribuées pour les acteurs de ces projets, dont une partie non négligeable pour les PME. Ce qu'on s'est aperçu également, effectivement, c'est pour revenir sur les problématiques d'accès au marché et donc de taille, on a des chefs d'entreprise qui ont décidé de se mettre en démarche collaborative, donc de se grouper pour pouvoir effectivement aller aborder les grands comptes ensemble, de développer une chaîne de valeur plus importante et puis surtout de sortir de l'hyperspécialisation des PME. C'est-à-dire que nous, dans nos écosystèmes, on a des gens qui sont très bons sur leur domaine,
La problématique, c'est que cette expertise ne leur permet pas d'avoir accès directement au marché, puisque quand un grand compte passe souvent des appels d'offres, il y a beaucoup plus que uniquement ce domaine-là qui est ciblé. Et généralement, les PME ont plutôt, je dirais, pour répondre à l'appel d'offres, on fait la technique de l'entonnoir, c'est-à-dire que il y a des choses qu'on ne sait pas faire, mais on dit qu'on sait faire, et puis après on se débrouille pour gérer l'affaire. Le danger, c'est de perdre sa marge sur des aspects qu'on ne maîtrise pas en interne. L'idée du groupement, c'est effectivement de pouvoir avoir des gens qui soient spécialisés dans chacun de leurs domaines. La chaîne de valeur, elle est bien complète, et donc lorsqu'on répond à l'appel d'offres, typiquement si ça je sais faire, mais que l'autre partie c'est moi mon affaire, mais c'est plus celle de mon camarade, tac, on peut basculer, et du coup chacun travaille sur ses compétences propres, sur là où il est le meilleur et là où il peut le marger le plus. Donc ça, c'est des démarches qui sont initiées au niveau des pôles, en tout cas au niveau de nos pôles, et aujourd'hui on a déjà 2 groupements d'entreprises au sein de Moveo qui sont constitués, un qui est sur tout ce qui est l'intégration du numérique dans l'industrie, et un autre qui est sur tout ce qui est les systèmes intelligents de transport, mais sur la partie infrastructure. Avec derrière, en termes d'accompagnement de notre part, c'est à la fois de pouvoir se connecter sur des plateformes d'appel d'offres, donc en termes de veille commerciale, donc pour pouvoir augmenter les opportunités de business et donc le deal flow pour chacune des entreprises, et puis également de travailler sur des fiches produits entre les membres de ces groupements pour également ensuite derrière pouvoir aller démarcher les grands comptes au travers de nos réseaux que l'on a au niveau des pôles. Merci beaucoup. Gilles Vaquin, votre rapport, vous, avec BPI, c'était quoi votre rapport avec BPI France ? Il y a un premier rapport, c'est-à-dire qu'au début, on va pour expliquer. Alors, comme tout innovant, on pense qu'on va être capable d'expliquer facilement ce qu'on a envie de faire. Mais c'est pas évident, parce qu'en face de vous, vous avez des gens qui comprennent. Moi, je suis arrivé en me disant, mais ils vont forcément comprendre. Seulement, moi, j'avais un backup de 20 années. Et ce que j'ai sûrement mal fait au départ, c'est pas bien rencontrer, pas muscler ma première rencontre et pas prendre le temps de mieux expliquer. Mais j'étais pas passé par Scénarii, donc c'était ça le problème, je pense. Voilà. Il faut passer par Scénarii. Parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, l'innovation, elle est structurée. Mais moi j'ai démarré tout seul, aucune idée d'innovation, aucune expérience dans l'innovation. Donc au lieu de passer par l'incubateur de Scénarii, etc., puis de passer les marches après marches, de rencontrer au bon moment Oseo, BPI, avec un BP structuré, avec des idées claires mises en scène. Moi je suis allé directement au feu, c'est un peu mon habitude, et j'ai rencontré Oseo. Comment ? Vous avez pris des risques, hein, c'était le moment où vous pouviez tomber là, dans votre projet. Ouais, mais on était au tout début. Et au tout début, après, on a commencé à avancer. Je pense que des liens sont Qu'est-ce que vous a apporté BPI ? On va voir. Ils nous ont clairement aidé aussi à financer notre brevet en 2011. Après, ça a bien démarré, on va dire. Voilà. Guillaume Picot de BPI France, si vous voulez bien. Guillaume est là, qui nous accompagne aujourd'hui, qui suit nos dossiers. Oui, bonjour. Donc Guillaume Picot, BPI France. Donc déjà pour resituer BPI France, donc c'est le rapprochement d'Oseo, du FSI Région et de CDC Entreprises. Donc Oseo n'existe plus maintenant, c'est le pôle financement de BPI France. Donc sur la partie innovation, on peut accompagner des projets comme celui de Monsieur Vaquin, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui arrive avec un concept, mais il reste beaucoup à faire. Il reste à valider des aspects, il y a un risque technologique qui est avéré, il franchit un pas, et donc c'est là qu'il y a des aides publiques qui sont mobilisables pour justement permettre à une entreprise comme lui de franchir ses caps, prendre ses risques, et on est là pour accélérer justement ses développements et lui permettre d'aller plus vite et plus loin que ce qu'il aurait pu faire seul. Donc on peut tout à fait prendre en considération des dépenses de propriété industrielle, de développement, de conception, de prototypage. Donc ça, c'est vraiment sur la partie innovation et de l'innovation qu'on a pu accompagner M. Vaquin. On a aussi d'autres métiers, un métier notamment de garantie, qui est un métier hyper important, c'est-à-dire qu'on est présent sur la plupart des prêts bancaires finalement, puisque une banque peut tout à fait être intéressée par le produit de M. Vaquin, mais forcément, elle prend un risque et elle nous demande à nous de l'accompagner dans ce risque-là. Donc dans ce cadre-là, la banque nous sollicite pour qu'on puisse garantir ce prêt bancaire pour justement compléter un plan de financement. Et je confirme, c'est vrai, puisque effectivement, moi, quand j'ai lancé SVOD, j'ai emprunté 100 000 €. Et donc, BPI s'est porté garant pour 50% des sommes. Et ça a permis effectivement d'avoir des banquiers. Alors moi, ils voulaient bien me prêter, ils avaient bien compris, etc., qu'il y avait un grand projet. Mais c'est vrai que ça a beaucoup facilité les choses d'avoir une garantie à l'époque Oseo et maintenant BPI. Parce que sur la partie innovation, forcément, on est obligé de challenger aussi les porteurs
pour bien comprendre où est-ce qu'ils vont, ce qu'ils veulent faire. Et c'est pour ça qu'on ne vient pas vers nous avec une idée, un concept, mais vraiment un projet d'entreprise, un projet de développement. Et c'est souvent dans la tête du porteur, et on est là justement pour extraire tous ces aspects-là, le construire, l'accompagner sur la partie gestion de projet pour qu'on puisse justement défendre ce dossier-là et voir les perspectives technologiques et de marché qui vont derrière. Bon, vous appréciez le projet Proxipi, qui n'est plus un projet aujourd'hui? Tout à fait, maintenant on voit bien le résultat concret de Oui, ce et qui puis Guillaume et les équipes de BPI nous accompagnent sur d'autres projets dans le futur. Alors effectivement, maintenant on a pris une taille un peu différente. On a un gros programme de R&D sur les années. Le conseil régional aussi est rentré dans la boucle. Et le conseil régional travaille avec BPI en concertation. Ce qui fait qu'en fin de compte, c'est un avantage, c'est qu'on n'a pas 50 interlocuteurs, quoi. On a M. Cuesta actuellement du conseil régional, Guillaume qui nous suit. Et donc au moins on leur remet les BP, etc. Et puis ils nous apportent de l'aide parce qu'il y a des trames. Tout ce que vous nous dites, c'est très concret. Ah oui, c'est concret. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'abstrait, c'est-à-dire mais comment je vais faire que... Non, ceci, là, on que n'est pas cela. dans les idées, on est dans la trame, dans le suivi. Quand Frédéric Caxor m'a fait faire le label EIP, ça a été mon esclave pendant des semaines. Il voulait qu'on Skype tous les soirs. Heureusement qu'il m'a amené jusque-là, quoi. Mais on a les trames. Après, tout le monde, quand vous envoyez un BP, vous l'envoyez à n'importe qui. Tout le monde est capable de savoir et d'avoir les mêmes données. C'est vraiment très pratique. Gilles Vaquin, merci beaucoup pour Merci. cette intervention. Bien sûr, vous restez avec nous. Et si vous avez des questions pour Monsieur Vaquin, bien sûr, elles sont les bienvenues dans quelques instants. En tout cas, je me tourne maintenant vers Jean Chavalard. Bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas fait flasher aujourd'hui? Non, va tout va les bien. radars. Mais je vais préciser Mais c'est pas vous, hein, que ceux-là. les radars que vous trouvez sur les routes ne viennent pas pas vous. de chez Thales. Les vôtres, on les trouve plutôt au Salon du nôtres, Bourget. on les trouve au Salon du Bourget, sur les aéroports, sur les équipements militaires pour de la trajectographie. Bah, vous avez vu le Monge cet été. Bon, il y avait quand même quelques radars Thales dessus, même beaucoup. Oui, c'était plutôt bien équipé. Oui. C'est quoi la fréquence que je dois émettre depuis ma voiture pour brouiller les autres radars? Non, je vous le donnerai pas. Mais vous le savez? Oh, bah, c'est des bandes en hyperfréquence, c'est quelques mégas à quelques gigas. Hein. C'est au-delà de, On risque de faire frire de la quelques fréquence piétons, quoi. audio. Mais Voilà, bon, au c'est moins, ce ça. sera pas ouais. frire. C'est ça. C'est déjà ça. Il y en a moins. Plus sérieusement, Jean Chavalard, pour Thales, donc, comment est-ce que vous avez avancé dans justement vos projets qui sont extrêmement pointus? Alors, effectivement, on a un lien direct avec l'innovation dans le monde du radar. Hein. Il y a beaucoup de recherches, de R&D. Donc, à ce titre-là, depuis de nombreuses années, on travaille avec les écoles régionales, voire au-delà, puisqu'on travaille avec des universités de Cergy, Limoges, pour des développements un peu particuliers. Mais régionalement, on travaille bien sûr avec le CESI et surtout avec les CIGELEC, qui nous fournit bon nombre de stagiaires pour nos produits et nos développements très techniques. Ceci dit, on n'a pas que des développements très techniques et en retour d'expérience, moi je ne suis plus dans le monde technique, hein, je suis responsable HSE. J'ai eu un besoin, parce qu'on avait en objectif sur le site de progresser sur la santé et la sécurité et d'acquérir une certification au HSAS 18001. Donc on est en lien direct sur la sécurité. Il y a quelques années, c'était pour nous quelque chose qui n'était pas totalement étranger. Ceci dit, on avait besoin de renforts et surtout de renforts je vais dire, assez jeunes et modernes pour nous accompagner, parce que personne dans la société, à part un technicien que j'avais embauché quelques années avant, avait des connaissances dans le monde de ces normes ISO 14001 dans un premier temps et 18001 dans un autre. Vous êtes allé chercher des compétences. Donc on est allé chercher des compétences et on les a trouvées. On les a trouvées au CESI il y a 4 ans maintenant. Donc j'avais pris un jeune ingénieur, enfin débutant ingénieur en alternance, et on l'a accompagné, ou il nous a accompagnés, hein, je ne sais pas qui doit remercier l'autre maintenant, sur les 3 ans. L'alternance, un pari gagnant? L'alternance, c'est gagnant-gagnant, aussi bien pour le jeune qui est en recherche de travail et de financement de ses études un peu. Il faut quand même qu'on le signale que
il est salarié, d'une part, et surtout gagnant pour l'entreprise, parce que c'est un modèle de formation qui est tout de suite utilisable. Alors, il y a un risque dans l'alternance avec certains managers. Faut y veiller. Il faut que les RH veillent à ça. C'est qu'on continue bien à utiliser ces jeunes comme des alternants et non pas comme des salariés CDI ou CDD, parce qu'on a rapidement tendance à les assimiler à des employés. Donc ça, c'est un risque. Ceci dit, c'est un apport fort d'idées, de jeunesse, et qui rajeunit les équipes, parce que dans les entreprises, on a besoin de se ressourcer, d'avoir des informations nouvelles. Et c'est un lien, je rajouterais un lien intéressant entre une théorie qui est très bien dispensée dans nos écoles et une entreprise et une culture d'entreprise qu'on s'est donnée à des jeunes quand ils viennent chez nous. Et bien justement, avec nous, Belhassan Mazari est là. Vous êtes du CESI. Qu'est-ce que vous faites au CESI, Belhassan Mazari? Le CESI est c'est un établissement de formation professionnelle. On forme du bac plus 2 au bac plus 8, du technicien supérieur au docteur. Bien entendu, la formation doctorante, elle est faite avec l'université, parce qu'on n'est pas habilité à délivrer le diplôme comme la majorité des élèves, des écoles d'ingénieurs. Au niveau de l'alternance, nous la pratiquons sous deux formes. Il y a la forme apprentissage, celle évoquée par M. Chavalard, mais il y a également l'approche alternance, c'est-à-dire là où la présence sur des contrats alternants, 75% entreprise, 25% dans l'établissement de formation, l'apprentissage étant quant à lui 50% entreprise et 50% au sein de l'école. Alors, Jean Chavalard le soulignait, c'est un pari gagnant-gagnant, l'alternance. Ah, pour nous, c'est que du bonheur, parce qu'on est sur... En plus, on a une particularité au niveau du CESI, c'est qu'on a un recrutement local en BTS-DUT, mais en bout de chaîne, c'est-à-dire une fois les jeunes formés, 72 à 74% restent en région. Donc, ce qui fait que chaque année, nous formons à peu près 120-130 ingénieurs qui viennent irriguer le territoire, les PME, les grands groupes et le tissu industriel, en plus des bacs plus 2, plus 3, plus 4. Est-ce que c'est une démarche naturelle de l'entreprise que d'aller vers un organisme comme le vôtre et inversement? Si elle ne l'est pas, nous souhaitons qu'elle le soit. Et je pense, si je prends l'exemple de Jean Chavalard avec lequel nous travaillons depuis de nombreuses années, il participe à nos jurys, il suit les stagiaires les alternants qui sont chez Thales, mais également il participe à l'évaluation des apprentis qui sont dans d'autres entreprises en participant à nos différents jurys. Et on est dans une démarche, et là, depuis peu, nous développons une activité de recherche, mais très tournée production, et on va boucler la boucle, puisqu'il y aura une activité dans le domaine qui démarre de tout ce qui est numérique pour l'entreprise, mais également les environnements virtuels. Jean Chavalard, vous confirmez que cela permet justement de mobiliser les ressources, de renforcer vos compétences dans l'entreprise? Oui, on renforce forcément les compétences dans une entreprise, même si on a des jeunes qui sont apprentis ingénieurs, qui sont dans un premier temps niveau BTS. C'est toujours une ressource qui est intéressante, parce que les connaissances théoriques sont quand même relativement récentes dans les esprits des jeunes. Dans les équipes que nous avons à manager, notre population a vieilli, donc on s'est déjà éloigné un peu de ces théories, qui sont essentielles pour bien démarrer. Donc ça fait du bien à toutes les équipes de mettre à jour toutes ces connaissances par ces liens-là. En autre point, on peut rajouter que ces échanges, je veux dire, ça va au-delà, parce que les jeunes travaillent aussi dans des
dans des équipes constituées dans leurs écoles. Et nos problèmes, s'ils n'ont pas la solution, si on n'a pas la solution dans l'entreprise, ils savent aussi la trouver avec leurs collègues qui sont dans d'autres entreprises et qui ont peut-être déjà traité ce sujet. Donc on va chercher aussi des solutions à nos problèmes à l'intérieur de l'école au travers des autres entreprises. Alors la question, je l'ai posée tout à l'heure. Vous êtes sur des domaines sensibles, très sensibles. Ah oui. La confidentialité, la sécurité des informations. Vous savez, je pense que ça a été prouvé, le point faible dans une entreprise, c'est le stagiaire. C'est vrai, la oui. personne qu'on a du mal à maîtriser. Et on n'est pas, je pense, que moi ça fait peut-être une petite 25 ans que je suis dans le domaine du supérieur, donc des formations d'ingénieurs. Je ne connais pas un seul directeur d'école qui soit prêt à s'engager pour ses élèves. On s'engage sur deux choses. Leur donner les moyens de travailler en formation chez nous, leur inculquer les bases de la déontologie en faisant intervenir, notamment en partenariat avec Normandie Aéroespace, chaque année pour les sensibiliser à la sécurité informatique, sécurité industrielle. Donc là, il y a des intervenants. D'ailleurs, ils vont à l'ESIGELEC, ils vont à l'INSA, toutes les écoles, aux universités, ont ces pratiques. Mais au-delà de ça, quand on voit qu'un apprenti, et ça arrive dans toutes les écoles, a un comportement qui est déontologiquement, qui n'est pas irréprochable, donc déontologiquement, eh ben, avec le chef d'entreprise ou celui qui le représente, nous mettons en œuvre les mesures qui s'imposent. Mais on sensibilise, on accompagne. Il y a des visites annuelles à 2 fois, 3 fois par an. On reçoit également les tuteurs, mais aucune école, aucun institut, sauf ceux qui sont habilités DGA ou autres, ne peut s'avancer pour dire c'est clos, tout est fermé, rien ne sort. Voilà. Mais restons positifs, vous l'indiquiez. Bien sûr, ce que je dis, c'est tout à fait positif, mais en tant que scientifique, parce que je le suis de formation, il faut aussi poser et être, parce que je pense que ce n'est pas en éludant les choses qu'on les combat ou qu'on arrive à régler les choses, mais en partenariat avec l'industriel, en posant clairement les choses, en sensibilisant à notre niveau, qu'on peut travailler ensemble et préserver la compétitivité de l'entreprise en préservant ses secrets et ne mettre dans les rapports que ce qui peut sortir. On a toute une procédure sur les rapports qui sont remis. Certaines soutenances sont confidentielles. Des fois, ça ne donne pas lieu à un rapport, mais juste un exposé, parce que l'entreprise ne souhaite pas que certains points soient portés à la connaissance. Tout ça, ça se fait évidemment en concertation avec absolument, l'entreprise. Ce que vous disiez tout à l'heure qui est très important, c'est que bon nombre des personnes formées chez vous restent sur la Normandie. Ah oui. Ensuite, oui, intègrent les entreprises normandes, absolument, apportent un sang neuf et vif, d'ailleurs, chez vous, Jean Chavalard. Oui, oui. Bah, on essaye d'être dans cette démarche-là et on est en train de regarder, notamment avec mon vieux complice Sébastien, de travailler pour offrir, mais avec d'autres écoles bien entendu, dans un continuum au niveau des stages pour les entreprises, de mettre des bacs +2, notamment de sections BTS de certains lycées. L'idée elle est venue d'une entreprise qui a été citée, Overspeed, c'est Olivier Grenier donc, qui a soumis cette idée de mettre des ingénieurs pour arriver en termes de compétences sur une offre intégrée, sur des projets où on trouve un lycée, 2 écoles d'ingénieurs, l'INSA, les CIGELEC faisant plus de technologie, le CESI, on est plus dans l'organisation ou dans le HSE. Donc il y a des choses à tirer de ce qui nous différencie pour aller ensemble vers des projets pour les industriels et territoires. Merci beaucoup, Belhacem Mazari, pour cette intervention. Je me tourne vers Nelson de Oliveira de l'Institut Carnot. Monsieur de Oliveira, si vous voulez bien nous présenter l'Institut Carnot, c'est quoi? Alors l'Institut Carnot, c'est, on s'amuse à le dire, les champions de la recherche partenariale, c'est-à-dire la recherche. Vous travaillez aussi avec des entreprises? Alors on travaille justement avec les entreprises, c'est notre premier but d'existence. Donc la recherche partenariale, c'est quoi? C'est de la contractualisation directe entre des centres de recherche, centres techniques, scientifiques, avec des industriels.
Donc le réseau Carnot, c'est quoi le réseau Carnot? C'est tout simplement 34 instituts de recherche, centres techniques, sur le réseau national, avec une couverture géographique du territoire complète, agissant dans des domaines d'activité allant de l'énergie, on l'a souligné, aux technologies de l'information et communication, en passant par la santé, par exemple. C'est également un portail et une offre de compétences très riche, dans le sens où 19 000 personnels de recherche sont mobilisés au quotidien pour travailler sur des sujets avec des entreprises et les industriels qui bénéficient d'un accompagnement, effectivement, avec l'aspect confidentialité tel qu'on l'a déjà évoqué. Alors, le Carnot, ce qu'il peut offrir, au-delà du contrat de collaboration partenariale et R&D, c'est également de l'accompagnement, de l'expertise, du conseil, et également la mise à disposition de l'accès aux plateformes technologiques dont nous disposons, donc des équipements qui sont très intéressants pour les industriels qui ne les ont pas forcément en interne ou dans leur groupe. Et je me tourne effectivement vers Thomas qui est intervenu tout à l'heure pour l'IRSEM, l'IRSEM étant membre fondateur du Carnot Énergie Système de Propulsion qui est basé à Rouen. Nous avons mis effectivement à disposition les chambres semi-anéchoïques dont dispose l'IRSEM pour le Proxipy, donc de manière à pouvoir justement développer le produit en intégrant tous les paramètres, notamment la compatibilité électromagnétique en l'occurrence. Voilà. Tout ça est très, très pointu. Comment je me tourne vers vous? C'est très simple. Nous sommes une cellule opérationnelle au Carnot ESP à Rouen, à Saint-Étienne-du-Rouvray, pour être exact, qui ouvre effectivement les portes vers l'ensemble du réseau national. C'est-à-dire que moi, en tant que chargé de mission, je suis le relais donc, des demandes d'industriels vers l'ensemble, on va dire, du réseau national des Carnots. Donc ça permet effectivement d'accéder à l'ensemble des compétences que j'ai citées précédemment. Avant de nous tourner vers Laurent Perrin pour Cénari, on voit, Laurent, qu'il y a beaucoup de compétences, il y a de la recherche, il y a des entreprises, il y a beaucoup de monde autour des projets. Oui, donc, oui, on m'entend. Donc c'est la particularité de Cénari, qui était une agence régionale de l'innovation. Et dans ce cadre-là, comme l'a dit Stéphane, quand on vient avec un projet, on a un certain nombre de compétences et on ne sait pas nécessairement à qui s'adresser. Alors donc, on peut s'adresser notamment aussi aux universités, comme Le Havre. Cyril Bertel, vous êtes le vice-président en recherche-innovation pour l'Université du Havre. Ça vous parle, tout ce que vous avez entendu là tout de suite? Oui, l'université est bien connue pour ses activités de formation supérieure, de recherche fondamentale, mais il y a tout un volet sur la valorisation qui est développé depuis longtemps. La nouvelle loi sur l'enseignement supérieur et la recherche, d'ailleurs, souligne et a renforcé les aspects sur l'innovation, mais on n'a pas attendu cette loi pour travailler de manière importante avec les entreprises et collectivités. On voit aujourd'hui, par exemple, à l'Université du Havre, Malika Zenati, ici, qui est de la direction de la recherche et de la valorisation, qui est présente sur le centre de Normandie Valorisation, qui sert de contact justement pour les collaborations possibles. Depuis longtemps, ça fait, je sais pas, une quinzaine d'années au moins qu'on travaille de manière assez renforcée, avec des cellules de relations université-entreprise qui sont après structurées dans les directions de recherche et de valorisation. Il y a eu le développement des agences d'innovation avec lesquelles on travaille beaucoup. On a beaucoup de liens aussi avec les pôles de compétitivité. Vendredi dernier, j'étais à Novalogue et je discutais avec Frédéric. Voilà. Des liens interuniversités également. Voilà, et beaucoup de liens interuniversités. Justement, aujourd'hui, vous avez un stand de Normandie, de la communauté d'université Normandie Université, qui se lance, qui même assez bien avancé dans sa réflexion pour mettre en place un guichet unique en termes de valorisation et d'innovation auquel participent de manière très active nos collaborateurs
Et ça marche comment? Compétitivité. Et ce guichet unique marche comment? Ce guichet unique, la difficulté qu'on a aujourd'hui avec les établissements d'enseignement supérieur et les écoles aussi, c'est que on se retrouve avec un ensemble relativement important de cellules de valorisation, et c'est vrai que ce qu'on nous reproche, c'est parfois que les entreprises ont du mal à savoir où et à quel endroit il faut aller s'adresser. Donc l'idée de... Scénarii d'abord, et puis après vers vous. Donc l'idée, c'était d'avoir ce guichet qui permettait de mieux orienter nos partenariats avec... Il y a un vrai dynamisme, et il y a toujours un lien très concret avec les entreprises. Que vous entraînez Isel, par exemple, que vous avez au Havre. Oui, par exemple. Différents exemples aussi. L'Isel au Havre, qui est une école d'ingénieurs en logistique, qui est un domaine qu'on développe beaucoup au Havre, a mis en place notamment des structures comme des comptoirs de logistique qui permettent justement de proposer des solutions en termes d'ingénierie sur la logistique. Je pourrais vous donner un petit exemple de qu'est-ce qu'on peut apporter en termes de compétences, parce que justement on est parfois sur des secteurs un petit peu plus en amont de recherche et sur des solutions qui ne sont pas forcément anticipées par nos partenaires. Alors je vais vous prendre un exemple qui n'est pas forcément sur la région, mais qui a une illustration assez intéressante. On avait travaillé par exemple avec la RATP à une certaine époque. La RATP, vous connaissez tous un peu le succès ou les engorgements qu'il peut y avoir en termes de flux de passagers à la RATP, qui sont des problèmes à la fois en termes de sécurité et puis de rentabilité, où des petits incidents en fait peuvent très bien dérégler complètement le fonctionnement. Donc ils avaient besoin en fait de mieux comprendre comment s'effectuaient en fait, les échanges de passagers au moment des sorties des wagons et de l'entrée, donc surtout dans des situations tendues dans lesquelles le comportement des gens doit être pris en compte. Ce n'est pas simplement des particules qui se déplacent, et on a des gens qui ont des comportements par rapport à l'environnement dans lequel ils sont. On aurait pu évoquer la mécanique des fluides, mais ce n'est pas la mécanique des fluides, on est au-delà. Voilà, là, on n'est plus dans des modèles de mécanique de fluide, on regarde, on est à la fois sur des échelles d'analyse comportementale des individus, de leur prise de décision quand ils choisissent d'aller à tel et tel siège dans un wagon, et puis de la perturbation en fait locale et comment ça agit sur le flux global des passagers. Et donc ça s'est terminé par la RATP sur des outils de modélisation en fait charge des aménagements, par exemple, de wagons. Ils réfléchissent justement comment agir pour résoudre ça, donc en proposant des aménagements de wagons avec 3 ou 4 portes, par exemple. Et puis, avec ces outils de simulation, regarde justement, dans des situations critiques, comment ça permet d'améliorer... Il y avait l'université de Salzbourg en Autriche qui avait fait une étude sur le déplacement des touristes sur des sites hautement touristiques, très fréquentés. Oui. Et on s'était rendu compte que les touristes se déplaçaient comme les fourmis, en colonne. Voilà, oui. Ça permet de gérer les flux aussi. Beaucoup pas très engageant. Ça s'intéresse beaucoup justement à ces mouvements de déplacement collectif qu'on avait utilisé justement des mouvements de... Voilà. Ouais, distance de sécurité aussi. Ben, ça, vous voulez encore nous fourguer votre... Et puis, si non, vous avez raison, il est bien. Hein. Si j'ai encore 5 minutes, je voulais... Vous avez environ 47 secondes, un peu moins. Voilà. Alors, sur un autre exemple plus régional avec la ville de Havre, sur lequel on avait travaillé avec la cellule des risques majeurs, donc qui s'intéresse à des situations, par exemple, d'évacuation de la ville. Donc, leur idée, pour montrer un petit peu comment on peut travailler, leur idée, c'était d'utiliser des gros outils de simulation dans lesquels on allait représenter chaque véhicule, etc. Et essayer de reproduire la réalité sans forcément, avec des simulations même efficaces, avoir des outils de prise de décision dans des situations critiques. Donc nous, quand on est arrivé, on leur a dit, effectivement, ça peut être intéressant ces outils de simulation, ça a des limites parce qu'on ne sait pas pourquoi tel individu, en fonction du film qu'il a regardé hier, va être pris de panique ou je ne sais pas quoi. Donc il y a plein de comportements individuels qui sont un petit peu compliqués à gérer et qui peuvent traduire des... Nous, on est arrivé, on leur a dit, écoutez, on va quand même commencer par regarder le réseau de routiers.
et puis essayer de caractériser dans ce réseau routier quelle est sa capacité à absorber des charges, quels sont les points critiques, comment est-ce qu'on peut isoler des zones en cas de situation critique, essayer de délimiter des zones, ou de regarder des échelles plus grandes, comme quelles sont les organisations qui apparaissent dans ce réseau et quelle est la vulnérabilité en fait, par rapport à ces structurations. Donc on leur avait apporté une solution sur laquelle ils n'avaient pas forcément réfléchi et qui offre des vrais, enfin, c'était pas forcément parti dans ces directions-là, qui offre des vraies perspectives en termes de prise de décision et d'aménagement. Merci beaucoup. On pourra encore discuter toute l'après-midi, mais nous n'avons hélas pas toute l'après-midi. Laurent Perrin, on arrive au bout de ces entretiens. Mais pour conclure, quand on reprend le titre, c'est comment mobiliser les ressources locales. Donc vous avez vu qu'il y a bien beaucoup de ressources qui soient locales, voire plus larges. Et donc, vu le nombre de compétences qui ont été présentées, c'est le réseau de Cénari. Mais il est même beaucoup plus large, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans la salle, mais on peut mobiliser des financements de l'Europe, de l'État, de la région. Nous avons aussi dans le réseau les comités d'expansion économique, comme SN Maritime Expansion, LHD Eurexpansion, qui sont membres du réseau. Nous avons aussi sur les volets formation toutes les OPCA. Nous avons l'OPCALIA et l'AGFOS qui sont aussi membres du réseau Cénari. On a aussi des partenaires autour de l'économie sociale et solidaire. Ça peut être certains projets comme l'adresse. On a le réseau Grand D sur tout ce qui est développement durable. Et on a aussi l'ARACT dans l'amélioration des conditions de travail. Donc on peut vous aider sur plein d'aspects, mais se dire, effectivement, il y a tellement d'intervenants, mais ça c'est le rôle de Cénari. Donc ce réseau, c'est plus de 160 membres, 62 structures, voire plus largement, comme je l'ai dit, au-delà de la région. Et notre rôle, avec l'équipe et nos chargés de mission, c'est de travailler main dans la main avec tous ces partenaires pour vous aider sur plein de composantes de votre projet qui ne sont pas uniquement, on a essentiellement parlé de technique, mais ça peut être sur des aspects financiers, des aspects juridiques, des aspects commerciaux, marketing, sur du management de l'organisation. Et le but du jeu, c'est d'optimiser votre projet. Comme l'a dit M. Vaquin, nous, on travaille aussi bien au niveau de la création d'entreprises innovantes que des projets de développement pour des entreprises existantes. Et nous, c'est d'optimiser les interventions de toutes ces personnes pour que vous ne gagnez du temps, en tout cas de ne pas en perdre, optimiser les accompagnements avec des experts et puis trouver les financements. Voilà le rôle de Cénari. Alors nous, on a plein d'outils, on ne va pas en parler là, c'est des réunions entre nous, des systèmes d'information communs pour que les projets soient suivis de A à Z via les membres du réseau et via nos chargés de mission qui copilotent avec tous ces partenaires vos projets pour qu'ils aboutissent dans les meilleures conditions. La question classique et rituelle, comment je fais pour me tourner vers vous, vers Cénari ? Eh bien, il y a un certain nombre de personnes. Nous avons aussi un site internet, vous tapez Cénari, voilà. Et donc après, on vous met en lien avec nos chargés de mission et avec nos partenaires. Et puis, on a plein de systèmes d'information communs pour optimiser tous les accompagnements et que vous soyez accompagnés de la meilleure façon possible avec toutes ces compétences. Donc, je vous l'ai dit, un certain nombre ne sont même pas présentes dans la salle. Voilà. Vous souhaitez poser des questions, c'est maintenant tout de suite, car nous arrivons au bout. On a quelques minutes à peine avant l'ouverture officielle et les discours officiels. Vous êtes sûr ? Je ne peux pas installer un radar sur ma voiture ? Ça ne marchera pas. Non, on va acheter. Bon. Faire du collaboratif. Merci. Effectivement, il nous reste une minute. Juste tout d'abord, s'il y a le propriétaire d'une 508 Peugeot blanche. Attendez, non, mais si. Est-ce que personne n'a une 508 ? C'est vrai ? Ouais. J'ai garé là ? Merci, super. Merci. Attention, oui. Ça va faire bébé. Sinon, on va pas manger, hein. Ça bloque le traiteur. Alors, merci. Non, Gilles. Ensuite, voilà, je vais se terminer tranquillement pendant encore 3-4 minutes. Moi, je vous pique le pupitre parce que j'en ai besoin, donc je vais débrancher. Allez-y. Vous voulez les clés de ma voiture aussi ? Non, je sais pas. Ouais, on peut s'arranger si vous voulez. Vous ferez pas une affaire. Guillaume Picot, merci beaucoup pour votre intervention pour BPI France. Thomas Eudes pour les Sigelec et l'IRSEM. Nelson de Oliveira pour l'Institut Carnot. Thierry Bapin qui est intervenu pour Novalog et Moveo. Belhacem Mazari, merci beaucoup pour le CESI. Cyril Bertel pour l'Université du Havre, merci pour vos interventions. On aurait bien aimé tenir encore 2h30, ça aurait été avec joie, mais nous sommes contraints par le temps. Sur le plateau, bien sûr, Laurent Perrin pour Cénari, Jean Chavalard pour Thales et également Gilles Vaquin. Merci beaucoup pour votre participation. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir.